Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Ce programme vous expliquera un livre d'économie, comment l'économie croît et pourquoi elle s'effondre. Ce livre raconte plusieurs points de vue importants de l'école autrichienne d'économie à travers une fable et analyse les facteurs qui limitent le développement économique. Dans le même temps, les problèmes économiques aux États-Unis sont également entrecoupés d'explications pour soutenir les vues de l'école économique. Alors, quelle est la force motrice de la croissance économique? Pourquoi l'inflation est-elle une forme déguisée de remboursement de la dette? Que devons-nous faire lorsque l'économie est en récession? Après avoir regardé cette vidéo, vous comprendrez. Nous savons qu'il existe de nombreuses factions en économie, notamment les radicaux, les orthodoxes et les conservateurs, les macroéconomiques et les microéconomiques, l'interventionnisme d'État et le libéralisme économique, etc. Parmi eux, l'école autrichienne d'économie prône le libéralisme économique. Il prône le laisser-faire, le marché et le gouvernement ne devraient rien contrôler. Le personnage représentatif est Hayek, qui a déjà remporté le prix Nobel d'économie. En revanche, le keynésianisme soutient l'intervention de l'État. Le keynésianisme estime que l'économie de marché est intrinsèquement instable et que le gouvernement doit aider dans les moments critiques. Le débat entre l'économie autrichienne et le keynésianisme existe depuis longtemps. En fait, Hayek et Keynes voulaient gagner la même guerre, la différence étant que Hayek pensait que chaque centimètre de position ne pouvait être abandonné, tandis que Keynes pensait que pour préserver les fortifications principales, il était possible d'abandonner les positions périphériques. Hayek est donc un érudit typique du hérisson qui adhère toujours à un seul point de vue. Keynes, en revanche, est un érudit typique du type renard, il est plus pragmatique, saute partout et ajuste constamment son point de vue en fonction des changements de circonstances. Les auteurs de ce livre, Peter Schiff et Andrew Schiff, sont de fervents partisans de l'école autrichienne d'économie. Les deux auteurs sont frères et tous deux économistes. Depuis la Grande Dépression des années 1920 jusqu'à la crise financière de 2008, les États-Unis ont poursuivi le keynésianisme. Ce livre s'appuie donc sur le point de vue de l'école autrichienne d'économie et critique la politique économique menée par les États-Unis. L'auteur y affirme clairement qu'il veut prouver que le modèle économique préconisé par Keynes est erroné et même dangereux. Après avoir compris ce contexte et lu ce livre, vous comprendrez peut-être pourquoi certains des points de vue et suggestions avancés dans le livre sont relativement idéaux, et certains semblent même partiaux et méritent d'être discutés. Par exemple, l'auteur estime que l'inflation est causée par la Réserve fédérale, car avant l'émergence de la Réserve fédérale, les États-Unis ont connu plus de 100 ans de déflation et l'économie s'est également développée rapidement. Pour un autre exemple, l'auteur estime que la politique d'assouplissement est une variante de l'inflation, est une autre dose de poison qui conduira l'économie américaine au gouffre et ainsi de suite. Quant à savoir qui a raison ou tort entre l'économie autrichienne et le keynésianisme, quelle école est la meilleure? Nous ne pouvons pas simplement tirer des conclusions, mais devons procéder à une analyse objective. Chaque école d'économie a ses conditions et sa portée applicable, et chacune a ses propres avantages et inconvénients. Nous devons porter des jugements basés sur différentes situations. Ce livre, à travers une fable, condense et simplifie l'histoire économique des États-Unis et la ramène à son état le plus primitif. Il se déroule sur une petite île et raconte l'histoire des insulaires pêchant, tissant des filets, épargnant, empruntant, investissant, etc. Cette série d'histoires nous révèle comment fonctionne l'ensemble du système économique américain. Il part du comportement économique le plus élémentaire et le plus simple de la pêche, sur une petite île, le relie à la situation réelle de l'économie américaine et utilise la forme du récit pour expliquer clairement ses principes économiques apparemment profonds. Par exemple, l'île dans l'histoire a été nommée plus tard République de Maisonnia, ce qui fait référence aux États-Unis d'origine. Le poisson est la monnaie réelle, équivalente alors, certificat d'épargne Ubank est l'équivalent de la monnaie réelle. L'argent est américain. Des dollars, les filets de pêche sont des équipements de production, qui sont des capitaux, les cabanes sont en réalité des biens immobiliers, etc. De plus, les personnes ou les choses mentionnées dans l'histoire peuvent essentiellement trouver des prototypes dans la vie réelle, mais elles ne se limitent pas aux prototypes. Par exemple, le prototype de Ben Bernanke mentionné dans le livre est l'ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, mais le Bernanke dans l'histoire n'est pas seulement le vrai Bernanke lui-même, mais fait généralement référence à ceux qui ressemblent à Ben Bernanke. Experts qui préconisent des taux d'inflation élevés. Ce programme raconte la fable de la petite île et la relie aux phénomènes économiques de la société américaine, en se concentrant sur 3 points de vue importants de l'école autrichienne d'économie. Premièrement, la raison fondamentale pour promouvoir la croissance économique est la production, et non la consommation. Deuxièmement, la détérioration des conditions économiques nécessite l'épargne plutôt que la consommation. Troisièmement, les ralentissements économiques nécessitent la déflation plutôt que l'inflation. Première partie. Le premier point important est que la raison fondamentale pour promouvoir la croissance économique est la production plutôt que la consommation. La soi-disant économie, pour parler franchement, consiste à maximiser les avantages de ressources limitées pour répondre autant que possible aux besoins humains. Dans la vraie vie, la rareté des ressources est la norme et les besoins humains ne peuvent jamais être satisfaits. Ce qui stimule la croissance économique, c'est de trouver de meilleures façons de produire les choses dont les humains ont besoin.
Grâce à la production, des ressources limitées peuvent produire un maximum d'avantages et répondre autant que possible aux besoins humains. Parlons d'abord de l'histoire du livre. Dans ce livre, l'histoire de l'île s'est déroulée ainsi. Il était une fois, sur une petite île tropicale, les gens vivaient une vie très difficile. Il n'y a qu'un seul plat au menu, du poisson, et une seule variété. Cet endroit est très isolé et les gens ne disposent pas de techniques ou d'outils de pêche avancés. Tout ce que les gens peuvent faire, c'est sauter dans l'eau et attraper du poisson avec leurs mains. Il en résulte une efficacité très faible, chaque personne ne peut attraper qu'un seul poisson par jour, et ce poisson ne peut garantir que la nourriture de cette personne pour la journée, et elle doit continuer à pêcher le lendemain. Par conséquent, toute la vie économique de l'île est essentiellement axée sur la pêche, les gens se réveillent, pêchent, mangent du poisson et dorment tous les jours. Il n'y a pas de dépôt, pas de prêt, pas d'investissement et tout le poisson pêché est consommé. Pourtant, tout le monde souhaite vivre une vie meilleure. Le protagoniste de l'histoire, Albert, a fabriqué après mûre réflexion un filet de pêche qui pourrait attraper plus de poissons en moins de temps. Cela augmentait la productivité et Albert disposait également de propriétés supplémentaires. Avec une action aussi simple, l'économie de l'île a commencé à changer radicalement. Le comportement d'Albert illustre un principe économique fondamental dans ce livre, une consommation insuffisante et le courage de prendre des risques. La soi-disant consommation insuffisante, combinée à l'histoire de l'île, signifie que pour tisser le filet, Albert ne pouvait pas aller pêcher le jour du tissage du filet et devait avoir faim. N'avait pas besoin de poisson. Cependant, il a choisi de reporter temporairement sa consommation, c'est-à-dire de ne pas manger du poisson d'abord, mais de tisser d'abord des filets, afin d'attraper plus de poissons à l'avenir et d'améliorer sa vie. C'est l'aventure. Avant de tisser le filet, Able ne savait pas s'il pourrait réussir. Il n'avait jamais vu de filet de pêche et il ne savait pas si les filets de pêche fonctionnaient bien. Mais à la fin, Able a réussi. Il a fabriqué le filet de pêche et j'ai attrapé plus de poissons. Ici, les filets de pêche sont capitaux. Concernant le concept de capital, beaucoup de gens le comprennent uniquement comme des fonds, ce qui est trop simple. Dans le domaine de l'économie, le capital fait généralement référence à la somme des moyens de production et de la monnaie. Dans la théorie économique occidentale, le capital fait davantage référence à une sorte d'équipement qui peut être utilisé pour produire d'autres choses nécessaires. Par exemple, ce qu'Albert veut, c'est du poisson, pas un filet de pêche, mais avoir un filet de pêche peut lui rapporter plus de poissons. Les filets de pêche sont donc un capital et ont de la valeur. Grâce aux filets de pêche, la productivité d'Albert a été grandement améliorée, il a capturé beaucoup plus de poissons que ce dont il avait besoin pour manger, et ainsi des produits excédentaires ont été produits. Afin de continuer à raconter cette histoire, le livre part du principe que les poissons capturés ne pourriront pas et ne se détérioreront pas. Les poissons supplémentaires capturés par Albert avec son filet de pêche peuvent être conservés, vendus, échangés ou investis. Le produit excédentaire est la base du fonctionnement économique et l'élément vital d'une économie saine. On constate que la production favorise la croissance économique, ce qui constitue un principe de base très important. Mais dans la vraie vie, la plupart des keynésiens croient que la consommation favorise la croissance économique et soutiennent donc que donner aux gens plus d'argent à dépenser peut accroître la demande. Le résultat est contre-productif, il ne change pas la demande réelle, il incite simplement les gens à dépenser plus d'argent pour acheter les biens qui ont été produits. Le livre donne un exemple, par exemple, l'air a toujours été là, personne ne l'a produit. Puis un jour, quelqu'un commence à vendre de l'air et vous dépensez 1 million pour l'acheter. À cette époque, le PIB a augmenté de 1 million. Mais est-ce que cela veut vraiment dire quelque chose? Vous ne créez pas de valeur et l'économie ne croît pas vraiment, seule la production peut rentabiliser la consommation. La consommation n'est donc qu'un stimulus et une mesure de la production. Sans production, il n'y a rien à consommer. Ce qu'il faut dire objectivement ici, c'est que comprendre que la production est le premier facteur important pour promouvoir la croissance économique, c'est trouver la racine de la croissance économique. Mais il serait partial de se limiter à souligner ce point. L'importance de la consommation ne peut être exclue. Après tout, la consommation des produits fabriqués peut contribuer à accroître la reproduction et à atteindre une valeur économique ajoutée. La relation entre production et consommation ne peut être complètement séparée. Grâce à l'explication qui vient d'être présentée, nous comprenons que la production est la raison fondamentale pour promouvoir la croissance économique. Ce n'est qu'en maximisant les bénéfices tirés de ressources limitées par la production que les besoins humains pourront être largement satisfaits. Quelle que soit la puissance d'un pays et la complexité de son système économique, ce principe de base ne changera pas. C'est fondamental. C'est le premier point important de l'école autrichienne d'économie. La seconde partie. Nous savons désormais que la production est la cause fondamentale de la croissance économique. Les économies se produisent lorsque nous produisons des excédents. Examinons ensuite le deuxième point de vue important de l'école autrichienne d'économie, selon lequel l'épargne, et non la consommation, devrait être utilisée pour améliorer des conditions économiques qui se détériorent. Dans le livre, l'histoire de l'épargne est la suivante, sous la direction d'Albert,
ses deux amis Baker et Charlie ont également appris la technologie du tissage de filets, et tous les trois ont également construit ensemble des pièges de pêche géants. Bientôt, il y eut beaucoup de poissons sur l'île et les économies augmentèrent. À cette époque, le stockage du poisson devient un problème. Dans le passé, les gens avaient toujours l'habitude de garder du poisson à la maison, mais cela était inefficace et dangereux, et il était difficile d'empêcher les voleurs de poissons. Ainsi, à cette époque, est apparu un homme avec un nom très intéressant, Max Aoinang, qui est une homophonie pour « bonne banque » et « très bonne banque ». Il a ouvert un « entrepôt de poissons » et a laissé les insulaires y stocker du poisson, ce qui est devenu une épargne, puis a embauché des gens pour le garder. Aoinang maintient ses opérations en facturant certains frais de stockage. Cependant, il n'était pas satisfait de ses revenus. Il utilisait également ses économies pour prêter de l'argent. Une partie du produit était destinée à payer les intérêts des déposants et les salaires des gardiens, et l'autre partie était son propre profit. Ainsi, des institutions bancaires professionnelles sont nées. À quelle réalité correspond cette histoire? Au début du siècle dernier, les États-Unis ont connu un processus d'urbanisation, au cours duquel une grande quantité d'épargne a été accumulée, ce qui a fourni un soutien financier suffisant pour d'autres activités de production industrielle et commerciale, et a également contribué à prévenir les risques inattendus. Cependant, ces dernières années, les économistes ont sérieusement sous-estimé l'importance de l'épargne et nombre d'entre eux la considèrent comme un fardeau. En particulier, les keynésiens estiment que la consommation est une raison importante pour promouvoir la croissance économique. Économiser de l'argent inhibe la consommation, entrave la circulation économique et n'est pas propice au développement. Sous l'influence de ce point de vue, le gouvernement a formulé diverses politiques pour encourager les gens à dépenser de l'argent et décourager l'épargne. En conséquence, les Américains ont pris l'habitude d'une consommation excessive et, par conséquent, ils n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts. Sur une petite île, sans épargne, Aoinang serait au chômage et son investissement serait vain. Par conséquent, les intérêts personnels de Aoinang sont étroitement liés au statut de la banque qu'il dirige, et il est la personne la plus appropriée pour déterminer les taux d'intérêt des dépôts et des prêts. Par exemple, en termes de prêts, il peut facturer des taux d'intérêt bas à ceux qui ont une forte capacité de remboursement et des taux d'intérêt élevés à ceux qui présentent un risque plus élevé, en compensation du risque élevé. Le taux d'intérêt du prêt détermine en fin de compte le taux d'intérêt du dépôt. Le taux d'intérêt du dépôt est également lié à la durée du dépôt, plus l'épargnant épargne longtemps, plus le taux d'intérêt est élevé, et plus la durée du dépôt est courte, plus le taux d'intérêt est bas. Dans l'ensemble, l'épargne aide les gens à accroître leur richesse, à retarder la consommation et à fournir des fonds pour l'investissement et la production, tandis qu'une capacité de production accrue améliore le niveau de vie des gens. Si les choses continuent ainsi, un cycle économique vertueux se formera. En outre, si l'économie est frappée de manière inattendue, l'épargne constitue un important tampon, empêchant l'effondrement économique ou reconstruisant rapidement les actifs endommagés. Par conséquent, réduire la consommation et l'épargne est une mesure de précaution. C'est ensuite que la Fed est apparue. Depuis près de 100 ans, le taux d'intérêt de référence des États-Unis est fixé par la Réserve fédérale. Si elle augmente ou diminue leur taux d'intérêt de référence, les banques augmenteront ou diminueront leur taux débiteur en conséquence, affectant ainsi la hausse ou la baisse de l'ensemble du marché. On peut dire que la structure des taux d'intérêt de l'ensemble du pays est basée sur ce taux d'intérêt de référence. Cependant, le livre souligne que ce mécanisme présente deux défauts majeurs. Premièrement, la Réserve fédérale est toujours au-dessus, elle ne constitue pas le principal organe de participation économique et n'a rien à voir avec les taux d'intérêt. Ils n'ont pas d'épargne et n'ont rien à voir avec le fonctionnement du prêt. Ils ne seront pas perdants car ils ne peuvent pas récupérer leur argent. Deuxièmement, la Fed prend ses décisions davantage dans une perspective politique qu'économique. En conséquence, il existe une tendance selon laquelle les taux d'intérêt devraient être très bas. Nous savons tous que les faibles taux d'intérêt stimulent l'emprunt mais freinent l'épargne. Par conséquent, les États-Unis sont passés d'un grand pays épargnant à un grand pays emprunteur. Lorsque la crise financière a éclaté en 2008, le gouvernement et les économistes ont eu recours à diverses méthodes pour inciter les consommateurs à dépenser davantage et à épargner moins. Cependant, cette consommation pour le plaisir de consommer n'a pas de sens. En outre, des taux d'intérêt trop bas envoient également un mauvais signal au marché, ils font croire aux gens que la situation économique est bonne et que c'est le bon moment pour investir, ce qui incite tout le monde à emprunter davantage. Mais en fait, la consommation n'est pas vraiment retardée et les réserves ne sont pas abondantes, ce n'est qu'une fausse prospérité, et il risque d'y avoir une crise énorme plus tard. Sur ce point, il faut encore l'analyser objectivement. Il est également biaisé de faire porter l'entière responsabilité de l'inflation sur la Réserve fédérale. Le rôle important joué par la Réserve fédérale dans le développement économique et social des États-Unis est évident pour tous. Je n'entrerai donc pas dans les détails ici. C'est le deuxième point important de l'école autrichienne d'économie, l'épargne crée du capital, et le capital peut accroître la production. Par conséquent, lorsque la situation économique n'est pas bonne, il faut utiliser l'épargne au lieu de la consommation.
Dans un environnement économique de marché libre, les banques prêteront de l'argent à des entreprises et à des projets sains pour accroître la production et générer de la valeur ajoutée. D'un point de vue social, les gains générés par ces prêts sains compensent les pertes liées aux prêts défaillants. Par conséquent, épargner $1 a un impact plus bénéfique sur l'économie que le dépenser. Par ailleurs, qu'il s'agisse d'un prêt professionnel, d'un prêt à la consommation ou d'un prêt d'urgence, il doit être réalisé dans le cadre de l'épargne, ce qui signifie que le montant total du prêt ne peut excéder le montant total de l'épargne. La troisième partie. Alors, lorsque l'économie est en récession, que pouvons-nous faire d'autre que d'épargner? Examinons ensuite le troisième point important de l'école autrichienne d'économie: lorsque l'économie est en récession, ce qu'il faut, c'est de la déflation et non de l'inflation. L'auteur estime que les keynésiens américains diabolisent toujours la déflation, mais acceptent relativement l'inflation. Mais en réalité, la déflation n'est pas un fléau, et l'inflation n'est pas un remède. L'un des objectifs importants de la création de la Réserve fédérale est d'espérer qu'elle puisse décider d'augmenter ou de resserrer la masse monétaire en fonction des performances économiques, afin de garantir que l'économie puisse maintenir un fonctionnement fluide indépendamment des périodes d'expansion ou de dépression. Commençons par l'histoire de l'île. Au début, il n'y avait ni gouvernement ni pays sur l'île. Les habitants de l'île pouvaient toujours résoudre les problèmes de manière pacifique. Cependant, à mesure que les sociétés simples deviennent de plus en plus complexes, les gens auront inévitablement besoin de l'émergence de certaines agences gouvernementales, telles que des tribunaux pour aider les gens à résoudre leurs différends, des commissariats de police pour aider les gens à arrêter les voleurs de poissons, etc. Ainsi, le gouvernement est apparu. Comme mentionné précédemment, à mesure que la productivité et l'épargne augmentent sur l'île, certains résidents peuvent travailler dans d'autres secteurs, tels que le secteur des services et le tourisme, ce qui crée une division sociale du travail. Pour faciliter les échanges, le vrai poisson est reconnu comme monnaie sur l'île. Les insulaires soutiennent le travail du gouvernement en payant du vrai poisson ou des taxes. Cependant, comme le gouvernement dépensait de plus en plus et que les impôts collectés n'étaient pas suffisants pour soutenir ses dépenses, le gouvernement a commencé à réfléchir à des moyens. Ils ont introduit les billets de banque, appelés certificats d'épargne U-Bank, et ont stipulé qu'il existe une certaine relation d'échange entre le vrai poisson et les certificats d'épargne U-Bank. Les gens peuvent utiliser ce type de billets pour faire des achats, ou aller à la banque pour échanger contre du vrai poisson. Au début, les certificats d'épargne U-Bank émis par le gouvernement pouvaient être jumelés aux poissons déposés sur le compte bancaire. Mais bientôt, les certificats d'épargne U-Bank dépassèrent de loin le nombre de poissons déposés, ce qui entraîna une inflation du poisson. En réponse, le gouvernement a affirmé que l'inflation du poisson était due à la prospérité économique et à l'augmentation de l'emploi. L'effet combiné de ces deux aspects a accru la demande de poissons de la population, faisant ainsi monter les prix. Sans mesure de relance, la demande de poissons diminuerait, voire disparaîtrait, et l'économie de l'île se contracterait. L'expansion de la pêche constitue donc un élément important du développement économique. À quelle réalité correspond cette histoire? Nous savons tous que l'inflation signifie que la quantité de monnaie émise dépasse de loin la quantité de monnaie réellement nécessaire en circulation, ce qui entraîne une dévaluation de la monnaie et une hausse des prix. On peut voir que les hausses de prix sont le résultat de l'inflation, et non de l'inflation elle-même, c'est la masse monétaire qui augmente. Cependant, les économistes confondent toujours délibérément les causes de l'inflation, ce qui amène presque tout le monde à croire que la hausse des prix est de l'inflation. Si les prix n'augmentent pas, il n'y a pas d'inflation. Il s'agit d'utiliser des phénomènes pour dissimuler l'essence de l'inflation, qui est l'essence de l'augmentation de la masse monétaire. Nous supposons que les gens sont rationnels et influencés par l'offre et la demande. Lorsque l'économie est en récession, les gens ne consomment pas. De cette façon, la demande chute, les prix baissent et la situation économique s'équilibre, c'est la déflation. Lorsque le prix descend à un certain niveau, les gens l'acceptent à nouveau et commencent à dépenser de l'argent. Il s'agit à l'origine d'un processus nécessaire pour éliminer les capacités de production arriérées et promouvoir un développement économique sain. Cependant, le gouvernement favorise artificiellement l'inflation et entrave le fonctionnement normal de ce processus. Car aux yeux des économistes et des hommes politiques, la déflation signifie une baisse globale des prix sur une période donnée, ce qui équivaut à un fléau dans le domaine économique. Par conséquent, dès que des signes de déflation seront détectés, le gouvernement prendra rapidement des mesures pour augmenter les prix. Mais les baisses de prix sont-elles vraiment si terribles? De la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1913, pendant 150 ans, les prix aux États-Unis n'ont cessé de baisser, mais cela n'a pas entravé le développement de l'économie américaine. Au contraire, c'est au cours de ces plus de 150 ans que les États-Unis ont connu plusieurs étapes de la croissance économique la plus rapide de l'histoire. La raison en est que la productivité augmente, ce qui entraîne une baisse des prix. Nous ne sommes pas étrangers à cette situation. La révolution industrielle a entraîné une augmentation significative de la productivité et le niveau de vie de nombreux travailleurs s'est amélioré. Comme les riches du passé, ils ont pu se permettre des meubles haut de gamme, des réparations de conduite d'eau et des billets de transport. En outre, il a été démontré que la baisse des prix n'affecte pas nécessairement le développement d'une industrie spécifique.
Par exemple, au début du XXe siècle, Henry Ford a rendu les voitures de luxe originales plus abordables et abordables pour les consommateurs ordinaires en améliorant continuellement la productivité et en abaissant les prix. Ford a fait fortune grâce à cela, et les travailleurs de la Ford Motor Company le niveau était également le plus élevé de l'industrie à cette époque. Par exemple, lorsque la première génération de téléviseurs plasma est sortie aux États-Unis, le prix de $10 000 a découragé de nombreuses personnes. Cependant, lorsque le prix descend jusqu'à un certain niveau, tout le monde se précipite pour l'acheter. La hausse des ventes a compensé la perte due à la baisse des prix et les bénéfices ont augmenté de manière significative. Alors pourquoi certains pensent encore que la chute des prix est terrible et que la déflation n'est pas une bonne chose? L'auteur estime qu'il y a deux raisons. D'une part, l'économie moderne croit à tort que la consommation favorise la croissance économique, la déflation signifie donc un resserrement de la consommation. Mais comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est la production, et non la consommation, qui favorise la croissance économique. D'un autre côté, pour le gouvernement, la meilleure façon de résoudre le problème de joindre les deux bouts est peut-être d'imprimer de l'argent. En provoquant de l'inflation et en dévalorisant la dette, cela équivaut à rembourser la dette d'une autre manière. Par rapport à l'augmentation des impôts pour augmenter les recettes ou à la réduction des dépenses publiques, déclencher l'inflation pourrait être le choix le plus facile et le dernier à faire pour le gouvernement. Ce choix peut paraître facile au premier abord, mais il peut finir par payer un lourd tribut, et ce prix est la dépréciation de la monnaie nationale. À l'heure actuelle, le statut de monnaie de réserve du dollar américain est relativement stable et même s'il y a eu des fluctuations d'une sorte ou d'une autre auparavant, la plupart des pays acceptent généralement le dollar américain. Cependant, si un jour le dollar américain perd son statut de monnaie de réserve, il risque de s'effondrer comme les autres monnaies, et les conséquences seront désastreuses. L'auteur rappelle donc aux États-Unis qu'ils doivent faire face à ces risques potentiels, être vigilants à tout moment et les étouffer dans l'œuf. Bien entendu, ce problème n'est pas propre aux États-Unis, mais mérite également d'être affronté et pris au sérieux par certains autres pays. C'est le troisième point de vue important de l'école autrichienne d'économie, lorsque l'économie est en récession, les consommateurs ne seront pas disposés à consommer et les prix baisseront à des niveaux plus raisonnables pour stimuler la demande. Ce dont nous avons besoin, c'est de déflation et non d'inflation. Résumons maintenant le contenu de cet épisode. En utilisant les trois points de vue importants de l'école autrichienne d'économie, nous pouvons voir les problèmes actuels de l'économie américaine et les risques potentiels de certaines politiques de relance économique, notamment, premièrement, la production doit promouvoir l'économie. La raison fondamentale de la croissance est que stimuler aveuglément la consommation ne peut pas résoudre le problème fondamental. Deuxièmement, pour améliorer la situation économique qui se détériore, l'argent devrait être économisé plutôt que dépensé. Un certain montant d'épargne est non seulement propice à l'amélioration de la capacité de consommation personnelle, à l'augmentation des prêts et à l'expansion de la production, mais aide également à faire face aux risques inattendus. Et dépenser aveuglément de l'argent ne fera que créer une fausse prospérité, et d'énormes crises pourraient se cacher derrière cela. Troisièmement, lorsque l'économie est en récession, les gens réduisent la demande et les prix baissent. Ce processus contribue à éliminer certaines capacités de production inutiles. Lorsque les prix chutent à un certain niveau, les gens consomment à nouveau. La déflation n'est donc pas terrible et l'inflation n'est pas une panacée. En bref, l'auteur critique le keynésianisme du point de vue de l'école autrichienne d'économie, appelant à l'autorégulation du marché et à la réduction de l'intervention de l'État. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.